Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un grand retour de cette saison automnale, puisque la saison 3 de ReZero vient de débarquer. Et je dois bien avouer que la fin du premier épisode, elle est glaçante à souhait comme on l'aime dans ReZero. Alors, ce qu'il faut savoir, ReZero, je suis pas une méga fan de l'animé. J'avais surtout regardé la saison 1, en tout cas j'ai un gros souvenir d'avoir regardé avec un cousin la première saison, qui était vachement space quand tu sais pas forcément à quoi t'attendre. Je sais que parmi les trucs qui m'avaient pas mal dérangé dès le premier épisode, c'était l'animation 3D qu'il y avait dans les plans de fond, notamment les personnages. Et ce qui se passe à partir de l'épisode 14, 15 de la première saison, quelque chose comme ça, à partir du moment où le culte de la sorcière est vraiment introduit dans l'histoire. En fait, Beltégeuse était tellement tarée à un niveau supérieur en fait que ça m'avait complètement coupé de l'animé. Mais je crois que j'avais plus ou moins regardé ce qui s'était passé après. Alors, je ne peux pas dire avec exactitude si j'ai regardé sur mon temps libre à moi ou si j'ai regardé des réactions d'autres personnes. Je pourrais rien affirmer à ce niveau-là. Mais voilà, je sais à peu près ce qui se passe, saison 1, saison 2. Mes souvenirs sont quand même très flous puisque c'est pas une série que je regarde régulièrement. C'est pas une série à laquelle je suis à fond dessus. Mais donc voilà, la saison 3 débarque. Et grosse nostalgie. Saison 1, saison 2. On apprend notamment dans cet épisode que ça fait 1 an, plus ou moins, depuis le milieu de la saison 1. C'est-à-dire depuis le moment où les 5 prétendantes au trône de Luginica ont été désignées, se sont rassemblées et ont fait leur première passe d'armes, on va dire. Puisqu'on évoque, on évoque l'incident de la baleine blanche de Moby Dick. Enfin, ils ont traduit Moby Dick, je suis pas convaincue que c'est comme ça que la créature s'appelle. C'est une forme, je crois, de la gourmandise, il me semble. Donc, parce qu'il me semble que la gourmandise, dans cet univers-là, est liée à tout ce qui est la disparition, l'effacement des souvenirs, ce genre de choses. C'est tout ce qui avait conduit notamment à la situation de Rem, à la fin de la saison 1 et en saison 2. C'est ce qui a conduit également à la perte de mémoire de Crush, je crois. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui sont mentionnés dans ce premier épisode. Et je dois dire que premier point, je suis vraiment pas convaincue de l'intérêt d'avoir fait ce premier épisode en 90 minutes. Parce que autant c'est très sympathique, on revoit beaucoup de personnages, on revient sur pas mal d'événements, c'est une bonne réintroduction, je pense, à l'univers de ReZero. Mais 1 heure et demie, c'est long. 1 heure et demie, c'est vraiment long. Alors, je savais très bien, je m'attendais très bien, en ayant vu le trailer qu'ils avaient, je crois qu'ils avaient sorti le premier vrai trailer qu'ils avaient sorti à l'époque, pour annoncer cette saison 3, j'avais une bonne idée de jusqu'où ils voulaient aller. C'est comme Oshinoko, même sans connaître l'histoire d'Oshinoko, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire un premier épisode qui se termine sur cet événement-là. Maintenant, je dois bien avouer qu'à un moment j'étais en mode bon, il reste combien de temps là parce que ça commence à être long. Ça joue peut-être que j'ai commencé à regarder l'épisode, il devait être 7 heures et il est 8h30 là à l'heure où j'enregistre. Donc ça doit jouer un petit peu après une journée de travail, même si je suis en congé là demain et vendredi, mais ouais, on va dire que niveau fatigue, c'était compliqué quoi. Après voilà, ce petit point mis à part, franchement c'était un bon épisode, mais je pense qu'il aurait gagné, enfin qu'il aurait gagné, oui et non, enfin c'est compliqué. Ça dépend en fait si vous êtes habitué à binge watch comme on dit des épisodes de série, c'est-à-dire à tout regarder d'un coup, plutôt que de regarder un épisode toutes les semaines par exemple. Peut-être que ça passe mieux quand on a cette habitude-là, ce qui était mon cas il y a quelques années en arrière. Mais je suis mitigée parce que je comprends totalement pourquoi est-ce qu'ils ont voulu en arriver à ce point-là. Et à peu près tout ce qui est développé dans cet épisode est super intéressant, super important pour l'histoire. Donc, j'aurais pas forcément vu comment couper des éléments non plus pour raccourcir tout ça. Mais je pense que ça aurait peut-être été un peu plus digeste en des petits, au moins 3 épisodes. 2 ou 3 épisodes, je pense que ça aurait été mieux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à couvrir.
Par rapport à Re:Zero en tant que tel, je ne suis pas non plus le light novel, je ne suis pas le bouquin, le webcomic en tout cas, le web novel, web novel. Même si j'aurais très très envie de m'y mettre parce que ça m'intéresse énormément. Encore une fois, je suis pas fan de Re:Zero en tant que tel, mais c'est un univers, c'est une histoire qui me fascine. Donc j'ai quelques éléments pour certains théoriques par rapport à ce qui peut se passer dans cette saison 3, puisqu'il me semble que cette saison 3 est annoncée comme, enfin est annoncée en tout cas, est supputée par ceux qui connaissent le matériau d'origine pour adapter l'arc 5 et 6 de Re:Zero, je crois, sachant qu'il me semble que l'arc 8 vient de se terminer, ou s'est terminé il n'y a pas très très longtemps en format roman. Donc voilà, j'ai deux, trois éléments, mais voilà, c'est tellement fouillis, je suis tellement pas à fond dedans que je pense pas m'être fait spoil quelque chose de gravissime ou autre sans avoir le contexte derrière. Voilà, donc après 6 minutes de blabla, pour revenir sur l'épisode en lui-même, qu'est-ce qu'on développe dans cet épisode? Donc on voit que Subaru s'entraîne tranquillement dans son coin, dans son terrain d'entraînement secret. Évidemment, tout le monde est au courant. Avec, il y a Garfield apparemment, qui est un petit peu dans le coup également. On voit que la relation Subaru, Béatrice a bien évolué. Ils sont vraiment adorables ensemble. Parce que du coup, Béatrice est devenue l'esprit contractant de Subaru, comme l'était Puck par rapport à Emilia à l'époque. On va avoir du coup un émissaire du groupe d'Anastasia, donc la petite jeune fille, la petite jeune femme aux cheveux violets, Anastasia Oshin, donc héritière d'une grande compagnie, je crois, qui a pas mal de pognon, donc ça lui donne un avantage certain sur la compétition. Où on rencontre notamment le petit frère de Julius, donc c'est le chevalier d'Anastasia, avec qui Subaru a eu quelques bifs par le passé, notamment quand il a remis Subaru à sa place après la déclaration, l'ouverture de la compétition pour accéder au trône de Lugenica. Même si du coup, il l'a aidé à se débarrasser de Beltégeuse en fin de saison 1. Mais donc on rencontre ce petit frère qui est totalement fanboy de Julius. C'est hilarant à regarder, je trouve. Et en gros, donc Anastasia les invite dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas. Je crois que Emilia mentionne que c'est l'une des 5 grandes villes de Luginica, des villes les plus importantes, qui ressemble un petit peu à Venise ou également à Water Seven de One Piece, si vous avez la référence. C'est une ville qui a été construite sur un lac, qui a des murailles tout autour, parce que quand il pleut, ça aurait inondé la ville. Et en gros, il y a des écluses qui gèrent un petit peu le niveau de l'eau avec un météore. Comme un météore, si vous voyez, c'est typiquement le téléphone qu'avait Subaru au tout début de l'histoire quand il a été propulsé dans ce monde de fantasy, on va dire. C'est des objets qui sont capables de faire des trucs très intéressants. Et on apprendra plus tard dans l'épisode que un des météores de cette ville qui permet de contrôler les écluses permet également, ou c'en est un autre, je sais plus, mais voilà, ça permet également de diffuser un message matinal dans toute la ville. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ça m'a, ça m'a beaucoup rappelé un truc, mais là, je sais plus de quoi je voulais parler. C'est pas grave. Donc Subaru, bon bah il est pas méga méga chaud à l'idée d'y aller parce qu'il se dit ouais mais si on accepte, on va lui devoir quelque chose, puisque Anastasia réussit à appâter Emilia en lui disant bah écoute, moi j'ai des cristaux comme ceux qui pourraient te permettre de ramener Puck. Donc évidemment qu'Emilia est très très intéressée puisqu'elle a pas mal de questions à lui poser par rapport aux événements de la saison 2, notamment de son passé, ce qu'on ne sait pas exactement. Il me semble que Puck avait mentionné qu'il avait été créé pour Emilia. Or, on sait qu'Emilia a 100 ou 200 ans derrière elle, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus très bien où on se situe niveau timeline. Je sais que c'est pas 400 ans comme ça t'es là, mais elle est beaucoup plus vieille que ce qu'on pourrait croire en fait, suite aux événements avec Pandora. Donc Emilia est très très intéressée et on va dire que Roswald donne son accord puisqu'il y aura Otto, il y aura Garfield, il
il y aura Subaru et il y aura Béatrice pour l'accompagner. Donc elle sera pas toute seule. Il me dit, ouais, j'ai pas forcément très envie de vous envoyer toute seule, Miss Emilia, mais surtout avec surtout avec Subaru en fait. Mais bon, si elle est trois autres, écoutez, ça va le faire. Voilà. Et donc du coup, bon, bah, ils y vont tranquillement, en petite calèche, tout va bien. Otto en profite pour faire une petite déclaration à Emilia, de lui dire, bah écoutez, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vous, c'est moi qui organise notre plan de route, c'est Subaru qui nous emmène, Garfield il assure la sécurité, voilà. On peut faire des trucs en groupe, on est une équipe. Voilà, donc elle le prend très bien. Et donc ils arrivent à Pristella, qui est vraiment très sympathique comme ville, j'aime beaucoup l'idée. Et en fait, ils se font conduire dans une petite auberge de style japonais. Et alors Subaru, mais alors il est à la maison là. Là vraiment, il est totalement à la maison. Et on nous explique en fait que celui qui a construit cette ville, qui a importé du coup ce style japonais, je crois c'est censé être Oshin, je crois, enfin un ancêtre probablement de Anastasia. Et Subaru, vu toutes les informations et les indices qu'il a, suppose que le gars en question venait du Japon à la base et qu'il a un petit peu voyagé dans un autre monde comme lui. Alors, pour le coup, tout ce qui concerne les pouvoirs de Subaru, je sais qu'il avait une discussion avec Roswald en fin de saison 2, mais je ne me souviens absolument plus de quoi il s'agit. Donc, s'il y avait des informations là-dedans, n'hésitez pas à me dire. Voilà, et petit truc très intéressant selon moi, mais on apprend que cette ville date d'il y a à peu près 400 ans, donc l'époque de Satella, où Satella a été scellé quelque part. Donc, à mon avis, il y a peut-être des infos à retenir. On sait jamais. Voilà. Et donc ils y rencontrent Anastasia, mais c'est pas les seuls qu'ils ont invités, puisqu'elle a réussi à attirer Crush en lui disant, bah écoute, j'ai des informations sur le péché de la gourmandise. Et Subaru, bon, bah, ça l'intéresse énormément, puisque c'était ce péché de la gourmandise qui est responsable de l'état actuel de Rem, donc plus ou moins dans un coma. Alors, je ne sais plus si dans cette version-là de la timeline, ils se souviennent de qui est Rem, ou si justement c'est un peu une inconnue, mais ils la gardent, parce qu'on est quand même très gentil. Mais voilà, donc Subaru, en fait, il a un petit peu la haine que Anastasia lui ait pas donné l'info à lui, quoi. A priori, elle est au courant de deux, trois trucs. Et il a réussi à attirer Felt. Je ne sais plus très bien pourquoi, mais du coup, ça devait pas être très intéressant. Très important, là, comme ça, pour que je le retienne. Et évidemment, on va avoir Priscilla qui va se joindre à la danse vers la fin de l'épisode. Puisque, donc, visiblement, je crois qu'elle a des informations à donner. On mentionne justement le péché de la gourmandise. Je me demande si c'est pas la personne qu'elle ramène qui a des infos. Mais en gros, voilà, Priscilla est également dans les parages, même si au départ, elle n'était pas invitée. On apprend deux, trois infos sur les différentes candidates, puisque ça fait quand même un an qu'ils s'étaient pas tous revus. Mais nous, on a deux, trois, on sait à peu près ce qui s'est passé. Felt, elle mène plus ou moins sa petite rébellion dans son coin, tout va bien. Priscilla, elle est très adorée pour son tempérament fougueux et sa beauté. Elle a un titre par rapport au soleil, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est Crush et Anastasia qui étaient les favorites à la base, mais Crush ayant perdu la mémoire, ça joue en sa défaveur en fait. Et donc on va avoir voilà, pas mal de petites discussions, de petits trucs sympathiques, les personnages qui se revoient. On a Garfield justement qui essaye d'attaquer Reinhardt à un moment, qui visiblement lui a foutu une trouille monumentale, mais Reinhardt l'arrête sans trop de difficultés. Et en gros, Garfield est un petit peu vexé de tout ça. Et pour conclure sur Garfield, semblerait-il qu'il a retrouvé sa mère dans cette ville. Encore une fois, pareil, je sais plus très bien c'était quoi le délire avec Garfield. Je sais qu'il était au sanctuaire quand Emilia est venue pour essayer d'arranger la situation et que sa grande sœur, si je ne me trompe pas, est l'une des servantes de Roswald, qu'on avait déjà un petit peu entreaperçu avant son introduction réelle dans la série, mais voilà, il y a un truc par rapport à tout ça. Et en fait, il a sauvé des gamins d'un petit bateau qui allait se faire s'aborder. Et en fait, l'un d'eux, potentiellement, serait son petit frère ou quelque chose dans le genre, quoi. Et niveau physique, ça colle plutôt pas trop mal.
Et c'est super chelou puisque du coup, alors qu'il discutait avec un des petits chevaliers de Anastasia, donc Mimi, la petite fille, qui apparemment très très à fond sur Garfield, ben en fait, on voit un plan où le bateau en question est détaché ou c'est juste détaché par. On sait pas exactement si c'est volontaire ou pas. Ça me paraît vachement suspect quand même. Et en fait, voilà, on n'entend plus vraiment trop parler de Garfield jusqu'à la fin de l'épisode. Mais les personnages en parlent un petit peu parce qu'ils ont conscience que bah il a un petit peu mal pris sa petite incartade avec Reinhardt. Et justement, par rapport à Reinhardt et Willem, du coup, ça me fait délirer que les personnages ils réalisent seulement qu'ils sont de la même famille. Je veux dire, les deux s'appellent Van Astrea. Les gens ont connecté 2 neurones à un moment, quoi, s'il vous plaît. Puisque du coup, bah, Reinhardt aimerait savoir un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé lors de la bataille contre la baleine blanche. Et on avait appris à l'époque que c'était en fait que cette baleine était plus ou moins responsable de la mort de la femme de Willem, qui s'avère donc être la grand-mère de Reinhardt. Et il dit oui, cette baleine, elle est un petit peu liée à moi. Et j'avais lu des commentaires, j'avais écouté des gens qui expliquaient qu'en gros, la première fois, enfin la première fois, quand Reinhardt a affronté Elsa au tout début de la saison 1, bah en fait, quand il avait dégainé son épée, on entendait un chant de baleine ou quelque chose dans ce genre-là, et que ça faisait partie du type de foreshadowing intéressant par rapport à la famille Van Astrea. On comprend également dans cet épisode que la grand-mère de Reinhardt serait potentiellement morte à cause de lui avec de gros guillemets, dans le sens où peut-être qu'elle lui a sauvé la vie. Enfin, on n'a pas plus de détails par rapport à tout ça, mais en gros, Willem à l'époque a très très mal réagi à tout ça. Semblerait-il qu'il a blâmé Reinhardt pour ce qui s'est passé. Et après est parti dans sa petite quête de vengeance pendant 10 ans. Puisque du coup, la personne qui a ramené Priscilla, ben, on découvre que c'est le père de Reinhardt, et donc le fils de Willem, et que c'est un pochetron qui balance plein de mauvaises choses pour casser l'ambiance. Parce que du coup, voilà, Subaru confie à Willem que bah voilà, Reinhardt il aimerait avoir des détails sur la bataille contre la baleine blanche, mais que en même temps, bah, il comprend bien que Willem et Reinhardt aimeraient renouer les liens. Il lui dit, bah, en gros, il lui dit à demi-mot, mais va lui raconter, fais pas le con, quoi. Donc c'était un moment très touchant, et justement, ah j'avoue que ça m'a touché en plein cœur, ça. C'est en gros Willem qui décide de faire le premier pas, puisqu'ils sont dans une auberge japonaise, donc ils essayent de concocter des okonomiyaki. C'est des espèces de petites omelettes à la japonaise. On va en reparler. Alors je sais plus je sais pas très bien quand va sortir cette review-là, mais probablement après le retour de Ranma, puisque Ranma 1,5 c'est une des séries que je veux absolument couvrir dans cette période automnale, puisque c'est une de mes séries d'enfance, une série que j'adore. Et moi, les okonomiyaki, c'est là-dedans que j'en ai entendu parler en premier, donc ça me fait toujours très rire. Et donc en gros, Reinhardt a l'air très très doué pour faire les okonomiyaki, Willem beaucoup moins. Et en fait, Willem fait le premier pas et demande à Reinhardt s'il peut lui expliquer sa méthode, s'il en a une pour s'occuper des okonomiyaki. Et j'avoue que c'est juste trop choupi, c'est juste trop mignon, quoi. Ils étaient prêts, c'est le voilà, Reinhardt il accepte et il comprend en fait que c'est un premier pas, quoi, qu'il faut qu'il le rejoigne au milieu. Et c'est juste trop mignon jusqu'à ce que Henkel, je crois qu'il s'appelle, donc le père slash fils des deux concernés, débarque et fout un petit peu un froid dans l'ambiance, on va dire. Et en gros, voilà, il balance des trucs, des fions à tout le monde. Et on comprend également que c'est également le vice-capitaine des chevaliers de Luginka, je crois. Enfin, tout ce qui est au niveau de la capitale. Et en gros, qui pensait plus ou moins, ou qui espérait peut-être avoir une certaine forme d'autorité sur Julius et sur Reinhardt, en disant oui, tuez-moi ce mec-là, parce que Subaru s'est énervé du coup par rapport à tout ça. Mais voilà, en gros, l'affaire se gère assez facilement. Priscilla l'assomme, globalement. Et tous les autres, ils sont en mode non mais dégagez-le, c'est bon. C'est Emilia plus ou moins qui lance le truc, donc on veut savoir ce que vous fichez là. Pendant que Subaru, lui, était vraiment dans l'attaque, focalisé sur l'attaque en fait qu'ont subi Reinhardt et Willem, quoi.
Et donc voilà, à ce niveau-là, ça se conclut. Pendant leur petite visite de la ville, on découvre, puisqu'on se balade beaucoup sur les canaux avec des petites barques, des petits bateaux, on découvre que Subaru a le mal des transports, le mal de mer en tout cas. On revoit également du côté de Felt, alors un personnage qu'on n'avait pas vu depuis, encore une fois, tout début de la saison 1, c'est-à-dire un des 3 voyous qui avait essayé de racketter Subaru, responsable en partie d'une de ses morts. Et en gros, bon bah Subaru le prend plutôt bien et dramatise pas sur l'événement, quoi. Donc pourquoi pas, c'est rigolo, c'est intéressant. Par rapport à Garfield, dernier petit point que je voulais mettre en avant, j'avais complètement oublié qu'il avait eu un combat contre Elsa, mais ça m'est revenu au moment où il en parlait, dans la saison 2 du coup. Par contre, je me souvenais pas qu'il l'avait tué. Je sais plus très bien ce qui s'était passé à ce niveau-là, mais en gros, Garfield hallucine complètement Elsa, qui lui balance complètement tous ses défauts à la tronche. Donc voilà, bon, on a un petit retour de Elsa, ça fait plaisir. Bonjour, merci d'être passé. Et donc du coup, Subaru rencontre pendant ses petites aventures une jeune chanteuse qui s'appelle Liliana. Et en gros, il faut un petit peu, il jette encore une fois un froid sur l'assistance en disant à voix haute sans y penser qu'en fait les paroles que chante Liliana dans ses chansons ont pas vraiment de sens, quoi. Donc c'est pas foufou. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que donc c'est ce qu'ils appellent dans cet épisode la diva de Priscilla, j'imagine. Et en gros que le mec avec lequel ils doivent négocier pour les cristaux que veut Amelia, Emilia, bah en gros, c'est un fan complet de cette Liliana. Mais sauf qu'il y a un quiproquo parce que Subaru a essayé de l'empêcher de raconter des trucs. D'ailleurs, Liliana nous fait tout un CV de Subaru, des exploits qu'il a accomplis, de ce qu'on raconte sur lui, machin et tout ça. Dompteur de fillettes, je crois que c'est son surnom. Pourquoi pas? Allez, admettons. Rigolons 5 minutes, c'est mieux. Et donc elle va absolument tout savoir, ceci, cela. Et en fait, on va la revoir un peu plus tard, le lendemain du coup de l'intervention de Priscilla, puisque donc Priscilla va danser un petit peu sur la musique de Liliana, et va expliquer que bah elle aurait bien aimé qu'elle la rejoigne, mais Liliana lui dit que non, qu'elle est libre comme le vent et que ça l'intéresse pas. Et en fait, Priscilla dit bah écoutez, tout le monde est censé être l'entièreté du monde est censé être mon jardin, donc je m'en fiche un petit peu de où est-ce que l'oiseau il va gazouiller, quoi. C'est pas très très grave. D'ailleurs, dans les sous-titres français, là, elle parle à la première personne du pluriel, donc on emploie le nous. Je sais pas si c'est un changement par rapport aux traductions d'avant. J'avais pas souvenir qu'elle s'exprimait de façon aussi hautaine. Je savais qu'elle s'expliquait de façon hautaine, mais pas que ce serait carrément traduit par du nous en français en fait. Donc voilà, pourquoi pas, petit détail. Et en gros, c'est là qu'on va avoir le méga twist de l'épisode, qui, je dois bien l'avouer en premier, m'a mis en colère, de par la façon dont réagissent les personnages. Mais j'ai fini par comprendre le problème, et bon, bah tant pis, je peux pas trop leur en vouloir, c'était pas de leur faute. Mais en gros, donc, au beau milieu de la ville, se pointe un nouvel archibishop, un nouvel évêque du culte de la sorcière, qui représente le péché de la colère, je crois, là où Beltégeuse c'était la paresse, et qui en gros demande à tout le monde qu'est-ce que c'est l'amour, elle cherche un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est tout ça. Et bah, en gros, on dirait qu'elle jette complètement un sort sur les personnages qui sont présents, puisque elle va leur raconter des trucs, elle va avoir un gamin en otage qui clairement est vraiment pas bien. Elle lui dit mais non, tout va bien, machin. Il lui balance des trucs, les gens, mais j'étais là. Mais non, en fait, vous balancez pas ce genre de choses, vous m'énervez là vraiment. Et elle va finir par le laisser tomber en fait par terre. Le gamin, bah, bien évidemment, va s'éclater la tête et va mourir. Et chose pour le coup à laquelle je ne m'attendais pas, qui m'a un peu choquée sur le coup, c'est que bah en fait tous les gens qui étaient présents et qui avaient l'air d'être un petit peu sous l'influence, je suppose que c'est l'autorité de ce personnage-là, l'autorité de la colère du coup. Il me semble que la sorcière de la colère, il me semble que c'est Minerva, avec des gros points d'interrogation. Mais pourquoi pas.
Et en fait, du coup, bah, tout le monde a le crâne complètement explosé, tout le monde se fait tuer, en fait. Et donc, bah, la timeline reboucle juste avant. Et Subaru, il le prend mal, quoi. Ah là, il a la nausée qui lui monte, il est vraiment pas bien. Ce que je peux comprendre, parce qu'il s'est rendu compte, je pense, de ce qui s'est passé. Il a quand même vu un gamin se faire tuer sous ses yeux, quoi. Littéralement, sans avoir rien fait, même en encourageant le truc. Et bon, bah, ça veut dire que le culte est toujours dans les parages. Et chose très intéressante. Alors, on reviendra sur Sirius un peu plus tard, parce que il y a des théories qui traînent sur ce personnage sur Internet, donc c'est intéressant d'en discuter. Moi, un truc qui m'a un peu plus mis les boules, on va dire, mais encore une fois, si on a regardé le trailer, on le sait. Alors, je sais plus comment s'appelle ce personnage. J'ai le nom Régulus ou quelque chose dans ce genre-là qui pop dans ma tête, mais je suis absolument pas sûre, j'ai pas fait de recherche entre-temps. Mais en gros, l'évêque, je crois, je peux me tromper, je sais plus si on l'avait rencontré. Vu les réactions des gens sur internet, je crois qu'on l'avait déjà rencontré peut-être fin de saison 1 déjà à l'époque. Mais en gros, c'est un des évêques du culte, représentant quel péché, je sais plus du tout. Mais en gros, qu'il est méga dangereux, et que Pandora, qui est censée être au-dessus de lui, l'a plus ou moins anéanti en un coup, quoi. Donc, ouais, tu te dis. Et puis, il a l'air de s'intéresser beaucoup à Emilia. On sait qu'il était là à l'époque où Emilia était toute petite, donc voilà, il se passe des trucs louches. C'est flippant. Je sais pas du tout si on aura que ces deux péchés-là, si on aura le péché de la gourmandise, peut-être. Je crois pas que le mec ait le péché de la gourmandise. Je crois que c'en est un autre. J'ai un souvenir d'une espèce de petite bestiole. Mais bon, à voir au fil des épisodes, hein. Et donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. Et franchement, j'avoue que j'ai fait un petit applaudissement quand même à la fin de l'épisode. J'étais là, ouais, ok, très bien. On met le niveau à ce niveau-là. Très bien. Et donc, il faut parler un petit peu de Sirius, puisqu'il y a une théorie qui circule, j'en ai vu qu'une en tout cas, qui circule sur le personnage depuis un petit paquet de temps, depuis que les gens ont découvert ce personnage-là. C'est que, potentiellement, Sirius pourrait être... euh, ça y est, j'ai oublié son nom ne me revient plus. Nana... Ah, je sais plus. Mais en gros, la mère adoptive, la tante du coup d'Emilia, qui s'est fait tuer, supposément, dans le flashback qu'on a vu 400 ans, 200 ans auparavant, à cause de Pandora, principalement. Et qui a complètement rendu Bételgeuse complètement timbrée. Merci Pandora, on avait bien besoin de ça. Il y a pas mal d'éléments par rapport à tout ça qui peuvent être intéressants, qui appuient cette théorie. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je vous la présente. Je suis assez d'accord avec cette théorie. Mais parce qu'en gros, donc on a un personnage féminin, de 1. Alors, j'ai pas au niveau du casting vocal, je pourrais pas dire si c'est la même voix ou pas. Mais on a un personnage féminin, c'est déjà une bonne base, qui a l'air d'avoir des cheveux argentés, grisâtres, chacun son terme précis, qui a le corps recouvert de bandages. Donc, ce serait pas déconnant, encore une fois, avec le côté j'ai été à moitié mutier de partout, pourquoi pas. Mais donc son visage est masqué, on ne la voit pas. Elle semble posséder des oreilles pointues, pas des oreilles rondes comme Subaru pourrait les avoir. Alors là, après, on sait que les demi-elfes, les elfes ont ce type d'oreilles, donc ça pourrait aller dans cette direction-là. Et surtout, elle parle beaucoup d'amour, de façon complètement renversée, corrompue, tout ce que vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, elle s'appelle Sirius Romane Conti, qui était le nom de Beltégeuse. Beltégeuse Romani Conti. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce genre de nom correspond à tous les évêques, à tous les archibishops. Mais voilà, l'information est là. Elle a l'air d'avoir un certain truc par rapport à... Enfin, supposément en tout cas par rapport à Beltégeuse, qui parle beaucoup d'amour, de machin et tout. Donc, pourquoi pas? Il me semble que si la théorie est vraie, ça n'a pas encore été confirmé dans le,
dans le support de base. Je peux me tromper, mais il me semble pas. Mais donc, voilà. C'est alors, tout petit détail que j'ai oublié de mentionner, on a Subaru pendant l'épisode qui va voir Rem, qui est toujours dans son coma, du coup, dans son lit. Et en gros, bah, il lui raconte sa journée, il dit qu'il pourra pas la voir pendant un moment puisqu'il part à Pristella. Et donc voilà, l'épisode se termine et Subaru se réveille dans une nouvelle timeline. Donc ouais, pour un retour de ReZero, c'était cool. J'ai passé déjà un bon moment, encore une fois. Mais je pense que ça aurait pu être raccourci. Les musiques sont vraiment cool, l'animation est toujours au top. Donc ouais, pour le coup, rien de plus à redire sur l'épisode. J'ai passé un bon moment en tant que non gros fan de ReZero, on va dire. Et du coup, bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, pour bah, la suite de la saison 3 de ReZero, avec l'épisode 2. Allez, sur ce les gens, portez-vous bien. Bye.